Alexandre Jalbert, bienvenue sur Ça se passe. Merci beaucoup, Frank, pour l'invitation. Bien content d'être là. T'as réussi à braver le verglas montréalais. Ouais, T'es même arrivé avant moi. effectivement, ouais, j'ai l'habitude. Parti de Saint-Hilaire à peu près là, pour venir à Montréal, mais C'est le fun de se rencontrer en vrai. Se rencontrer en vrai. Te rappelles-tu comment on s'est rencontrés la première fois? ouais, ben en fait, c'est quelqu'un qui m'a dit qu'il fallait que je te parle. J'étais à un événement là, de tech de l'AQT Vision Ok. PDG. C'est Philippe de Novatès, dans le Ouais. fond. Jasant avec lui, je pense qu'on est en train de se servir de la bouffe là, pendant un lunch, puis il me dit, je parlais de ce qu'on faisait, puis il me dit, faudrait que tu parles à Frank, là, tu sais, avec tout ce qu'il a fait avec Snip et tout ça. Mhm. Et il dit, ben, écris sur LinkedIn, c'est sûr qu'il va te répondre. Puis là, on Ouais. s'écrit, puis on Ouais. s'est jasé une couple d'affaires depuis. Ouais. Puis, Puis on a passé proche de collaborer sur des trucs. ouais, Voyons voir ce que le futur nous réserve. tout Mais à Phil, fait. il est super sweet, man. Puis c'est pas la première fois qu'il me met en contact avec du monde qui sont des valeurs nettes ajoutées dans ma vie. Fait que je suis reconnaissant pour ça, man. Yes. Puis, avant qu'on creuse dans tout ce que t'as fait, mettons, ton parcours en highlight professionnel, ça ressemble à quoi, toi? Ben, en fait, moi, j'ai un background au départ où j'ai travaillé beaucoup dans le développement des affaires. Là. Plus jeune, là, j'étais en tech, puis je travaillais dans des Future Shop, Bell de ce monde, même chez Page Jaune. OK? Très bonne école de vente à l'époque. Puis j'ai étudié en gestion au cégep, en technique à Maisonneuve. Puis après ça, je suis allé à l'UQAM étudier en admin, dans le fond marketing, admin, puis commerce international. J'aimais beaucoup l'aspect international que j'aimais. J'étais allé faire un stage à Dubaï pour vendre du sirop d'érable. Fait que ça, c'était quand même assez priceless, une belle expérience. J'en ai vendu en plus là-bas avec Let's go. Yes. Fait que ça, c'est mon background un peu plus scolaire académique. Puis après ça, ben, j'ai travaillé pendant un petit moment dans le domaine du vin. Après Page Jaune, dans le fond, là, je suis allé travailler pour un vignoble à vendre du vin à SAQ, en Chine, un peu partout. Je faisais OK? du vin québécois là, de Saint-Eustache. T'étais le maître Puis, exporteur. ouais, voilà, ben, j'avais l'intérêt du commerce international. Puis, quand c'était un mandat d'un homme, quand ça s'est terminé, ben, j'ai mon associé actuel, Steve, qui m'a contacté, dans le fond, m'a écrit, parce que lui avait déjà une business de développement web. Puis ça faisait un petit bout de temps qu'il cherchait à voir comment il allait faire croître ça différemment. Mm. Puis j'étais très complémentaire à ce que lui faisait. Plus tech, lui? Ouais, lui est plus tech, beaucoup orienté processus, même tu sais, ressources humaines et tout. Mais malgré qu'il est très bon pour parler aux clients, c'est vraiment pas quelque chose qu'il Ouais. aime. Le marketing non plus, tu sais, c'est pas les choses qu'il préfère. Fait que, bref, il m'a écrit, on est allé luncher, puis après ça, bon, c'est parti de là. On a lancé, un mois après, on a lancé Mediabar, qui était en fait un spin-off de sa compagnie antérieure, là. Fait que Mediavar, c'est une évolution de l'espèce de boîte de services de développement qu'il y avait déjà. Ouais, ben en fait, si on remonte à avant, Steve, je l'ai rencontré quand je travaillais pour Bell. C'était mon OK? directeur de magasin. Puis il faisait OK. déjà à ce moment-là des sites web avec Joomla. Je sais pas s'il y a des gens qui se rappellent de ça. I Un peu do. comme WordPress. PTSD. Voilà. Puis ben moi, ben je faisais aussi des petits sites web on the side OK. pour bon, aider des gens et tout. Fait que très appris autodidacte, là, j'avais pas étudié là-dedans, mais j'aimais ça. J'étais bon pour faire des sites web qui étaient cute, mais qui n'étaient pas très fonctionnels. Puis lui, à l'inverse, il était bon pour faire des sites web très fonctionnels, mais qui n'étaient pas très cute. T'es là. Fait qu'on s'entraidait déjà, même à l'époque de Bell. Fait que quand il est venu me voir, puis qu'il avait déjà sa business, c'était un peu la même mindset. Mm. Fait qu'il faisait toujours ça, là, des sites web sur Joomla ou autre. Puis c'est là qu'on a décidé de partir Mediabar. Puis en fait, compte, il m'a donné la carte blanche sur le nouveau branding. Parce qu'apparemment, la business qu'il avait s'appelait web.com. C'était très... 2000. très vieillot comme style, comme branding. Fait que Mediabar, ça me parlait beaucoup. Je voulais quelque chose qui était comme fort, qui était un peu plus... tu sais, comment je pourrais dire? Ambitieux. Ouais, ambitieux, puis tu sais, l'aspect de dévorer, de tu sais, manger. Mais bon, je suis assez gourmand dans la vie, là. J'aime beaucoup la bouffe, bien manger et tout. Fait que, bref, ça me parlait. Moi, je pourrais bien dire au monde que je suis pas gourmand. Prouve-le. Ouais. Puis Mediavar,
là, vous allez célébrer votre 10e année, c'est ça que tu me disais offline? Ouais, exact. Ça va faire 10 ans. Ben, ça l'a fait 10 ans officiellement en janvier, mais notre date d'anniversaire d'équipe, c'est comme en février-mars, OK. là. Donc, ouais. Mais ça a beaucoup évolué, ça aussi, right? C'est-à-dire que on est loin des sites web. Aujourd'hui, j'ai regardé les réals que vous avez faites, tout ça, on en a parlé un peu. C'est du dev, là, des produits, des solutions web, solutions tech. Ouais, exactement. Avec le temps, on est passé d'un modèle d'affaires qui était 100% service vers un modèle d'affaires qui est plus orienté produit. On est encore dans un modèle où il y a un hybride, là, où il y a un volet de Ouais. service, je pourrais en parler. Mais en fin de compte, quand on a parti Mediavar, c'était justement plus un modèle agence web, Mm. avec même un petit volet marketing et tout. OK. On a rapidement laissé ça aller après un an et demi, 2 ans dans Mediavar. Puis justement, c'était en 2017. Donc 2014, on a parti Mediavar. Puis en 2017, on avait déjà commencé à travailler avec plusieurs plateformes. Tu sais, de Joomla, on avait fait du WordPress, on avait fait du Magento, avec des plus gros projets, on avait touché à quelques éléments différents. Même un peu de Shopify à l'époque, Mm. Squarespace, donc qui commençait pour faire du e-com. Et puis, on a eu des choses qu'on aimait plus et moins. C'est avec tout le volet SaaS versus le volet open source. Mhm. Il y avait des pour et des contre. Puis à un moment donné, on a eu un mandat quand même d'envergure avec un client qui voulait bâtir une plateforme transactionnelle, mais assez complexe, avec des intégrations aux opérations, avec la comptabilité des inventaires, mais c'est quelque chose d'assez costaud. ERP-ish? Ben, pas tant pour remplacer un ERP, mais très intégré au ERP. OK. Puis plutôt que de le faire dans Magento, qui aurait été probablement notre premier réflexe là, on a dit, ben, ça nous tente de développer un produit qui va être plus simple à opérer, à gérer que Magento, qui va être SaaS, mais qui va nous permettre d'avoir des morceaux de personnalisation d'intégration. Fait qu'on voulait comme créer un hybride SaaS, mais avec de la personnalisation dessus, ce qui n'est pas toujours une bonne idée, puis on peut y revenir après. Fait qu'on s'est lancé dans cette aventure-là. En 2017, on a un client avec un mandat de 300K quand même. Fait que c'était quand même une bonne base pour travailler. Puis en plus de ça, ben, on avait de l'historique dans mes avoirs, on faisait du simple au double à chaque année, on avait un bon historique de crédit, fait qu'on est allé lever euh, un demi-million, dans le fond, 550 000 de capital pour développer la technologie. Ça s'est pas fait tout en 2017, là, ça a été comme 2017-2018-ish. Mais on a eu BDC, la ville de Laval, puisque la business, même si là, je parlais de Saint-Hilaire tantôt, la business, elle a été fondée à Laval, OK. dans une ancienne vie. Puis, fait qu'il y avait la ville de Laval, puis il y avait Philaction, qui est une filiale de Fonds d'Action, dans le fond, pour le volet plus philanthropique. Demande-moi pas qu'est-ce qui était philanthropique dans le projet de Dévar initialement. Je l'ai juste, je pense, bien pitché dans l'angle initialement. Fait que bref, 550 000, plus ce projet-là, on a décidé de partir avec ça. C'était déjà une très bonne base. Puis là, à ce moment-là, l'étincelle initiale de Hey, on pourrait développer quelque chose pour ce problème-là, elle venait d'un problème ou d'un projet client. Ben, en fin de compte, c'est que souvent, quand on développait des plateformes dans du open source, puis on faisait beaucoup de personnalisation, ben, c'était difficile de le faire vivre dans le temps. Donc, il y avait des mises à jour dans WordPress, Magento, Parfait, ça je comprends. brisait les extensions, plugins, add-ons, tout brisait avec des mises à jour. Ça coûtait excessivement cher aux clients. C'était très dur à expliquer aux clients que, ben, il y a eu des mises à jour, il y a de la sécurité, il y a des choses. Peut-être Fait que qu'on l'a. vous alliez le dog fooder, l'utiliser vous-même pour vos intégrations clients, mais aussi le commercialiser Dans le cas de Devar. dans le cas de Devar. Ouais, ben en fait, ce qui était un peu merveilleux avec ça, c'est que le client avec qui on a bâti le produit initialement a accepté qu'on bâtisse un produit puis qu'on puisse conserver la propriété intellectuelle. Donc, Ouais. pour eux, ils l'ont vu dans un angle qu'il allait avoir accès à avoir plus de personnalisation. Ben, en fait, de Ouais. pouvoir plus participer à comment ça allait être bâti. Mais eux ne voulaient pas être une business technologique. Fait qu'on dit, on vous fait confiance comme partner, on a des bonnes références. Fait que le financement produit MVP, disons, il a été financé par un client finalement. Oui, en grande partie. Snipcart, même chose en passant. Fait que Ouais. la même dynamique. Puis nous, il avait dit au client, je n'étais pas là à l'époque, mais comme, hey, on va commercialiser ça. Vous allez avoir un accès direct à cette première version-là, une licence à vie. Vous allez avoir peut-être une certaine influence sur la roadmap, comme tu parlais. Ça, j'aime ça comme genèse. Mais ensuite,
les fonds ou le financement dont tu as parlé, ça, c'était comme, OK, on veut croître Devar? Ben oui, C'est ça? effectivement, on voulait aussi aller développer certaines fonctionnalités qu'on savait qu'on avait besoin parce OK. Fait que, qu'encore tu du sais, product aussi, ouais, il y c'est avait bon. du product, puis parce que, évidemment, c'était un peu ambitieux de développer une plateforme qui allait être un CMS avec du e-commerce. Tu sais, on s'entend, Ouais. les joueurs dans l'industrie, dans ce modèle-là, c'est des assez colosses. Donc, c'est pas un produit très, très laser focus sur un besoin. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup d'extensions, de modules qui sont requis pour souvent dans chacun des projets, tu sais, que ce soit de la vente en ligne et tout. Donc, des modules de marketing, des modules de CMS, de page builder. Donc, il y avait vraiment beaucoup de choses à bâtir. Le gros défi pendant les premières années, c'était d'aller vendre, d'aller trouver des nouveaux clients, de les convaincre d'embarquer sur cette plateforme-là que personne ne connaît, qu'on a très peu de clients. Surtout quand les joueurs, quand tu te dis, ah ben, pourquoi je prendrais des bars versus WordPress, que je ne sais pas combien de millions d'utilisateurs dans le monde, ou Shopify, tu sais. C'était un Mhm. really hard pitch. Donc, on avait des bons angles par rapport à, tu sais, justement, la personnalisation, la proximité qu'on avait, le pouvoir d'être intégrateur, développeur. Fait qu'on a trouvé des angles puis des clients qui nous ont fait confiance. Fait qu'on a pu faire évoluer le produit. Puis là, la façon la plus grossière et simpliste d'expliquer Devar, c'est-tu portail client, portail employé ou tu sais, comment tu me le. Ouais. Ben, c'est drôle que tu en parles parce que actuellement, c'est ça. Puis je pense que c'est le meilleur market fit qu'on a eu jusqu'à maintenant. OK. Depuis, là, ça fait 5 ans à peu près des bars. Parce qu'au départ, on s'est positionné plus en e-commerce. On avait des modules de formation en ligne. Donc, on se positionnait en formation en ligne. Ouais, E-commerce plus c'est un formation. peu Puis un bon, cauchemar de product marketing quand tu peux faire autant de choses que ça. exact. Comment tu te niches ou comment tu te brands et positionnes, en fait, comme tu dis. Ouais. Puis aussi, le fait que les compétiteurs sont excessivement puissants en SEO, en marketing, en tout ce que tu voudras, avec des budgets qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut avoir. Le fait en fait, de se positionner en portail client ou portail employé, ben, c'était plus collé à ce qu'on aime faire, c'est-à-dire de Mm. créer des environnements très sécurisés qui parlent avec des ERP, des systèmes d'opération, où on plug des CRM, des choses comme ça, euh, où on automatise des processus. On aide à automatiser soit les ventes ou de la formation client, dans le cas des portails clients, où les employés, ben, on crée une expérience employée très personnalisée Mm. mais qui parle avec Microsoft, avec les outils. Euh, Ça, c'est venu plus tard, mais on s'est rendu compte que, ça collait beaucoup avec ce qu'on aimait faire. Ça utilisait super bien les modules qu'on avait développés. Puis, en fin de compte, là où on travaille davantage à faire évoluer des ventes actuellement, c'est de créer des nouvelles intégrations. C'est vraiment de connecter des nouveaux outils parce que le core des features, il est là en grande partie. Là, il est assez mature. Mais, OK. Fait que Mediavore, là, on a Devar, on a toute sa genèse un petit peu, ouais, mais vous avez deux produits SaaS, ouais. right? Il y a Planivore aussi. Fait que fais-moi un genre de recap de quand est-ce que Planivore arrive dans le décor, puis après ça, on va recreuser sur chacun des produits, là, un petit peu plus spécifique. Parfait. Ouais, avec plaisir. Dans le fond, ben, c'est ça, Dévar 2017. Planivore est venu d'une demande qu'on a eue d'un client en 2020, fin 2021, début 2022. OK. En fait, c'est le Collège Antique à Montréal qui nous a trouvés par Mediavore, qui disait, ah, OK, bon, on voit que vous êtes bon pour travailler des projets de développement un peu plus complexes, avec des bases de données. Il dit, nous, on a une problématique qui est de faire le suivi de notre plan stratégique. Je suis comme, oh, well, OK. Hmm. À l'époque, je savais c'était quoi un plan stratégique. Quand tu as une business, tu sais c'est quoi, mais je n'étais pas un expert de la planification stratégique, on s'entend. Je dis, ben, parfait, parlez-moi-en. Puis là, bien évidemment, un plan stratégique d'une PME, puis un plan stratégique du plus gros collège au Québec, le plus gros cégep au Québec, c'est pas le même niveau de complexité. Fait que là, il m'explique toute la structure de données, que, bon, tu as un grand plan stratégique avec des plans d'action et tout ça. Puis je suis comme, OK, c'est intéressant. C'est un projet qui m'intéresse. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait dans des bars, mais on a des ressources en ce moment. On a Devar, c'est plus manufacturier, c'est ça? ouais, ben là, on était rendu déjà, ouais, c'est ça, dans des bars beaucoup plus à cibler manufacturier. Puis je Super. pourrais expliquer après Oh, ouais. pourquoi. Mais c'était pas focus, mais on s'est dit, bon, le client a un bon budget, on a du staff pour le faire, puisqu'on avait une cohorte de stagiaires qu'on venait d'embaucher, qui était avec des gens qui se démarquaient, qui étaient vraiment performants. Fait dit, parfait, on le tente, on met une couple de stagiaires avec un lead programmeur qui a plus d'expérience là-dessus, un gestionnaire de projet qui a de l'expérience, puis on le fait.
Puis finalement, on l'a livré quand même assez rapidement, en 3 mois, 3-4 mois, le projet. Mais là, tu n'avais pas encore l'espèce de même Pas du étincelle tout. de Il n'y avait commercialisation que pas tu de avais eu planivore, pour... là. C'est ça. C'était C'était une demande un projet. custom d'un C'est bon, c'est projet, bon. puis on était comme, on le fait, puis on livre ça custom pour le client. OK. Puis là, le directeur TI du collège n'arrêtait pas de me dire, ce produit-là, tu vas voir, tous les cégeps vont le vouloir, même d'autres organisations, tout le monde a besoin de ça, il n'y a rien dans le marché qui fait exactement ça. Puis j'étais comme, ouais, je comprends, là, tu veux que je te fasse un beau produit, plus poli, puis Lui, voulais-tu déjà commercialiser ça ou il disait, toi, tu pourrais peut-être commercialiser? lui, il me disait, moi, il dit cadeau, là, il dit, moi, je te dis, il dit ça, c'est une bonne idée. Puis j'étais comme, ouais, je comprends que c'est une bonne idée, là, mais on va Mais le tester. c'est un échantillon 1, tu sais, C'est t'as ça. une personne qui dit ça. OK, mais Exact. quand même. Mais Hein. il avait l'air quand même sûr de sa shot. C'est quelqu'un d'expérience en TI, tu sais. Puis la réalité est que quand on a livré le produit aux clients, puis qu'ils l'ont implanté, ça a été super bien. Ils l'ont implanté en quelques semaines avec l'équipe. L'équipe était contente. Les TI n'avaient pas de questions. C'était vraiment smooth là, comme onboarding pour tout le monde. Puis 2 semaines après, ben, tu as le collège Bas de Boulogne qui nous ont appelés. Ils disaient, on a vu ce que vous avez fait pour Hansik. On veut la même chose. Comme quand est-ce que vous pouvez le livrer? Puis combien ça coûte? OK. Puis après ça, on a eu une autre cégep. On a eu Marie-Victorin, on a eu Maisonneuve, après ça, bon, Jonquière, Matane, Lionel Groux. Alors, fait qu'on on a vraiment grandi dans la première année en allant chercher plein de cégeps. Puis dans le fond, ce qu'on a décidé de faire après le deuxième, qu'on a vu qu'il y avait du marché, puis qu'on voyait des demandes arriver un peu partout, c'est de refaire ce qu'on appelle la V2 de Planivore. OK, fait que, mettons, les erreurs ou les choses peut-être un petit peu plus custom du premier mandat, OK, là, on est capable de refaire quelque chose qui va un petit peu plus générique ou qui va être capable de scaler mieux, mettons. Exactement. OK. Ben, le premier, c'était vraiment c'était du custom. Puis, tu sais, Pareil comme c'était Snip, c'est des malade. stagiaires qui avaient fait de quoi, c'était clean, ça marchait, mais tu sais, la fondation était shaky pas mal. La deuxième, la V2, c'est encore là un des stagiaires qui a continué à le travailler, mais avec plus, dans le fond, des membres de l'équipe. Mais on l'a bâti dans Devor. On a pris des features de Devor pour le bâtir parce que on avait comme réutilisé du on a code. réutilisé du code de Devor parce qu'on OK. avait des éléments qui étaient pertinents pour ça, pour de la sécurité, pour plein de choses. Fait qu'on s'est dit, ben, ça va être une bonne idée de le faire de même, puis c'était correct. Ça l'a bien vécu. On a fait beaucoup de nouveaux clients avec ce produit-là. Puis dans le fond, là, actuellement, on est en train de finir, là, on est en 2024. Fait que là, on est en train de terminer pour février une nouvelle version de Planivore, la V3, qui, elle, est complètement rebâtie from scratch, mais les clients vont pouvoir migrer les données de la V2 à la V3. Sweet. Puis évidemment, la V3 va être complètement un framework à part de Devor. Là, c'est un produit vraiment SaaS pour du growth puis du scale à un autre niveau. Fait qu'on est bien excité de ça. Là. C'est hot. Ouais. Puis là, n'importe quel entrepreneur ou programmeur, mais, par exemple, qui écoute, qui a créé un produit SaaS puis qui l'a scalé, est comme, dude, t'as une agence, t'as un premier produit, là, t'as un nouveau produit qui arrive. Fait que, tu sais, vous n'êtes pas 250 personnes à travailler là-dessus. Fait que, tu sais, la question comme qui s'impose, c'est un peu genre, comment tu splits ton temps, toi, mais aussi dans votre business, comment vous... Est-ce que c'est des business différents? Est-ce que tu as lu des ressources? Tu sais, j'ai le goût on creuse dans ce portrait-là un peu. Là. Ouais. Ben, je vais répondre juste pour mettre un peu le contexte. Dans le fond, dans la business actuellement, on est une quinzaine, fait qu'effectivement, on n'est pas une énorme équipe. Puis comment c'est fait la structure? C'est un Mediavore qui est notre business opérante, où le staff est généralement et tout. Puis on a Mediavore, on a Devor et Planivore qui sont des Inc. qui appartiennent à Mediavore. Dans Mediavore, on est 3 partners maintenant et mon partner initial, Steve. Puis on a aussi un programmeur en chef qui est embarqué comme third partner depuis un petit moment avec nous. Donc, un programmeur que je te racontais un peu tantôt, justement, off, qui initialement vient de l'île de la Réunion, qui a étudié au cégep de Matane, fait un stage chez nous à Laval de Matane. Bref, un peu impromptu comme rencontre. Puis finalement, ben, c'est notre partner maintenant, programmeur en chef. Donc, super content. Mediavore ou dans Devor? Ou dans Mediavore, donc on l'inclut dans okay, tout. Bon. Je pense que c'était ce qui était le plus fair parce qu'il est bien impliqué dans tout. Nice. Puis, fait que pour répondre à ta question sur pour revenir peut-être à la business, mais d'un point de vue personnel, la gestion de l'horaire,
quand même quelque chose, effectivement. J'ai 2 enfants, 2 filles de 4 ans puis 1 an et demi. Ça aussi, déjà, ça demande une gestion d'horaire particulière. J'ai aussi une femme qui a un poste, qui a une carrière, donc qui est avocate, qui a quand même un travail qui demande beaucoup Ma de blonde temps. aussi. Bon, Même chose. voilà. Je vais te demander des trucs si je peux, quand je me rende aux enfants. Ouais, c'est ça, exact. Donc, ouais, que voilà pour ça. Puis, mon horaire, j'ai toujours été quand même bon pour splitter du temps et tout ça, mais pour être super franc, à la fin de la dernière année, à la fin 2023, j'avais la langue à terre, complètement épuisé, très motivé par tout ce qui arrive, mais complètement brûlé. Ouais. Puis, pendant les fêtes, je suis parti dans le sud 10 jours là, avec ma famille, une belle famille aussi. Puis mon seul to-do / business, c'était wiper mon agenda puis repartir en neuf. Puis pas comme un sauvage, d'aviser mon équipe que j'allais faire des trucs tout ça. Mais je l'ai fait. J'avais des meetings récurrents avec des clients que j'avais pas besoin nécessairement d'être dans ces meetings-là parce que j'apportais pas de valeur, puis des fois je faisais autre chose. J'avais des meetings avec l'équipe, avec mon équipe marketing ou mon équipe de gestion de projet où c'était des 15 minutes ou des 20 minutes, super rapido que j'étais comme, on n'a jamais le temps de finir ce qu'on fait. On se parle 5 fois, mais jamais assez dans le détail. Fait que prenons 1 heure à la place, 1 ou 2 fois par semaine. Fait que j'ai tout changé ça à des meilleures places dans mon horaire. J'ai mis des méditations dans mon horaire. That's cool. Avec ma petite Apple Watch. J'ai mis des entraînements du lundi au jeudi. Fait que j'ai tout ce qui était... Je le faisais des fois, mais pas de façon super sharp. Puis, bon, là, tu vas me dire, c'est des bonnes résolutions depuis janvier, tu les fais tous les jours, c'est vrai. Mais je compte continuer en février, puis le reste de l'année, ça me fait vraiment du bien. Ben, on est le 24, là. Ouais. C'est vrai que la majorité des... C'est qui disait ça? C'est sur un pod, là. Je pense que c'était sur My First Million. Un gars qui a une business de pizza dit le 12 janvier, nous autres, c'est notre plus grosse journée de l'année parce que c'est là que 80% des résolutions choke. Fait que t'es 2 fois plus loin que ça. Des fois, ouais. Mais ils disent que c'est 60 quelques jours pour créer une habitude. Fait que je me dis fin février. C'est vrai, ça. On dirait que Je j'entends sais tout le pas. temps ça, man. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est comme genre une recette de grand-mère, là, qu'on est comme Peut-être. tout genre, ouais, whatever. Je sais pas si Mais c'est bon vrai, l'exercice que t'as fait. Ouais. Puis des fois, c'est ce que t'as besoin, c'est de l'espace-temps pour. OK, là, je suis plus dans les opérations, j'ai le temps de regarder où est-ce que je veux m'en aller, c'est quoi mon horizon, puis de changer quelque chose. Puis, tu sais, t'es vraiment pas le seul, mais entrepreneur qui doit faire ça, moi, je le fais aussi. Les fêtes, il y a comme quelque chose de OK, là, je suis supposé d'être tough. Qu'est-ce que j'ai le goût de faire puis qui va être bien, bon pour moi, pour mon entreprise? Puis moi, j'adore ça. Mon blog personnel, je l'ai lancé pendant les fêtes. La fois que j'avais essayé de faire un podcast en 2018 qui s'appelait Work with Devs, j'avais comme initié ça pendant les fêtes. C'est vraiment une petite période genre qui est chérie comme côté carrière. Même si c'est pas genre, je travaille pas en fou, là, justement. Comme moi, j'aime bien ça. Mais c'est parce que c'est plus facile de ne pas être dérangé aussi. Exact, pas de bruit, oui, parce que exact. nous, dans notre cas, en plus, la business ferme pendant 2 semaines, pendant les fêtes. Fait que les clients m'écrivent pas, l'équipe, personne ne me pose des questions. Fait que je suis là, je m'occupe de mes enfants, mais c'est le fun, les enfants à 4 ans puis 1 an, ça dort. Ils font des siestes. Fait que pendant les siestes, ben, tu as du temps pour réfléchir à des trucs. Fait que, tu utilises quoi pour méditer? Ben là, je suis pas mal à Apple. Fait que j'utilise Apple Fitness et pour mes entraînements. OK, ils ont une fonctionnalité de méditation aussi. Il y a la là-dedans? méditation aussi. Ouais, des trucs. J'ai longtemps utilisé Headspace, tu sais, à l'époque, mais Dieu sait que ça fait du bien. Puis moi, j'ai arrêté de fumer, on s'en parlait un peu. Ouais. Puis je respire plus souvent. Tu sais, quand j'ai des émotions ou peut-être des compulsions, ça fait du bien. Ouais. Genre, Ah non, respirer, le monde sous-estime ça. c'est Là, un super power. Je te disais que j'étais un peu épuisé. Durant l'année dernière, c'est plus personnel là, quand même comme histoire, mais j'avais un point dans le ventre. Puis là, ben, j'étais comme, c'est quoi ça? J'allais voir ma chiro, là, après ça, j'étais allé voir un doc, j'ai fait des tests, puis j'étais comme, j'ai peut-être cancer, je sais pas. Puis finalement, je me suis fait dire, ben, c'est parce que tu respires pas. Ton diaphragme est coincé, t'es mal dans le cou, t'as mal dans le ventre parce que tu respires pas. Fait que, comme, chill down, relax, puis respire. Fait que c'est comme, pour moi, c'est un médicament qui est quand même facile à, ben, qui est pas facile à appliquer, mais que, tu sais, c'était comme, OK, ben, c'est juste ça, t'sais. Fait que oui, j'ai commencé par juste me mettre au début le midi, comme, travaille pas le midi, là, à un moment donné, t'as le droit de manger, puis aller marcher ton chien ou faire de quoi d'autre, puis comme, relaxer. Puis là, j'ai essayé justement d'intégrer même la méditation.
Juste là, quelqu'un m'a dit dernièrement que t'es mieux de méditer le matin en te levant ou à la fin de la journée avant de te coucher pour optimiser ta méditation. Tout le monde a une opinion sur tout, là. Mais Genre, ça me fait du bien, si mais tu bon, 10 médites minutes, là, versus pas, là, t'es déjà genre... c'est ça, je suis déjà quelque part. Vraiment. Ouais. Fait que c'est ça pour le point de vue personnel. Puis sinon, Puis ta team. Parce que ouais, la là, team. c'est ça, tu sais, c'est 10 ou 15. Ouais, ben là, je pense qu'on est 14. Là. Ok, bon, mettons ces Ouais. 14 joueurs-là. Ouais. Comment tu alloues leur temps en fonction de leur motivation, de leur ambition? Tu splits tout ça très catégorique de genre, ces ressources-là, ces personnes-là sont sur tel projet, mettons Planivore. Ceux-là sont sur des projets clients Mediavore. Ça m'intéresse parce qu'on en parlait un peu offline. Beaucoup de monde qui font du service puis qui ont une boîte de service essayent de faire du produit. C'est attirant pour plusieurs raisons qu'on a parlé beaucoup sur le pod. La majorité se plante, right? Mhm. Puis de ce que je comprends de ton histoire, puis de certains, tu sais, de métriques qu'on a parlé offline, tout ça, c'est comme, vous êtes pas en train de vous planter, là, tu sais. Ouais. Fait que, how? Effectivement. Tu sais, premièrement, bravo à mon partner, parce que c'est lui qui gère les équipes, la production. Tu sais, je pense qu'on est sharp sur avoir on a une bonne équipe, puis on n'a pas beaucoup de roulement dans l'équipe. On a des gens qui sont, tu sais, le business a 10 ans, puis on a des gens qu'on a fêté leurs 8 ans, leurs 7 ans, puis leurs 5 ans dernièrement. Tu m'avais dit ça au téléphone, j'avais trouvé ça malade. Fait que ça, c'est, tu sais, ils nous ont suivis avec toutes ces étapes-là qui ont vraiment évolué. Fait que ça, on est vraiment contents. Puis mon partner gère vraiment bien à garder les projets stimulants pour l'équipe et tout ça. C'est sûr qu'on a des gens qui sont plus spécialisés dans certains éléments, donc dans Dévor ou dans Planivore. Puis ça dépend des périodes. Comme là, actuellement, on est en train de faire un sprint pour rebâtir Planivore depuis la fin de l'année dernière, pour sortir la fameuse V3. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'il y a des personnes dans l'équipe qui avaient des plages, des longues plages, genre 3 jours dans la semaine de suite, qui faisaient que Planivore. Puis là, des fois, oui, ils pouvaient ressauter pour aider dans du Dévor ou dans d'autres choses, tant en prog que dans d'autres niveaux. Fait que vous gardiez un certain context switching. Ouais. Puis l'équipe était à l'aise avec ça. Il n'y a pas eu de « Yo, moi, j'ai besoin de juste faire une de ces affaires-là, sinon, genre, je suis trop déphasé. » Ou tu sais, ça... Vous aviez cette capacité-là, ce qui est cool, là, mais... Ouais, ben, je suis encore là, comme je suis pas dans le détail des opérations, comment mon partner l'a fait avec l'équipe. Mais oui, on a réussi à faire ça. C'est sûr qu'à terme, dans une vision de grandir l'entreprise, je pense que c'est beaucoup plus logique d'avoir des gens dédiés à un produit. 100%. Pour plein de raisons. Là, une question de focus, une question de skill set, de plein de choses. C'est juste plus dur quand t'as pas la chance. Y est-tu arrivé un moment où vous avez dit le potentiel de Dévor et ensuite le potentiel de Planivore est tellement grand qu'on va accepter peut-être de ralentir des contrats clients ou d'en prendre moins dans Mediavore, puis on va prendre un certain hit sur nos revenus services. Y est-tu arrivé un moment dans le genre où comme vous avez juste ajouté un peu plus de ressources puis vous avez gardé la même load en service, genre? Ben, en fait, le volet de service qu'on a actuellement, il est beaucoup dans Dévor, puis il est beaucoup pour de la personnalisation. C'est vrai, l'implémentation. Ouais. Fait qu'on fait pas du service, tu sais, on vend rien qui est pas du Dévor ou du Planivore, à the end. Fait que chaque j'avais pas catché ça. Ouais, bon. Chaque vente qu'on fait vient avec une licence Dévor ou Planivore. OK. Depuis 4... Depuis 2018, là. OK, depuis Dévor. Ouais, je te dirais qu'il nous restait quelques projets pas Dévor en 2018, puis peut-être 2019. Fait que là, si j'appelle chez Mediavore, puis je suis comme, yo, j'ai genre 500 000 $, puis j'ai un gros projet de dev web à faire, genre custom. Non. Ah, c'est bon. J'appelle Jonathan. Bon, autre, peu importe. Shout-out à Jonathan. Ouais. L'éveillé. Mais, fait que, dans le fond, ouais, c'est ça, exact. Si je peux pas le faire sur... Puis même, je te dirais que dernièrement, même au niveau de la clientèle, tu as parlé de Dévor manufacturier. En ce moment, dans Dévor, j'essaie d'avoir un focus beaucoup plus sharp sur une industrie. Une verticale. Une verticale, parce que on a vu un besoin. T'sais, actuellement, dans Dévor, je parlais tantôt des modules de vente puis de formation. Puis dans le manufacturier, il y a aussi des besoins dans le volet vente de configuration de produits. Puis nous, on a bâti un configurateur, un CPQ, qu'on a utilisé avec... CPQ, ça veut dire quoi, ça? Je me souviens jamais de l'acronyme. Custom Product... Configurator, pricing, quote, quelque chose comme ça. Là. OK, ouais. Le Q, configuration, ouais. Fait que dans le fond, le but, c'est de faire des soumissions avec une configuration de produit. Fait que, tu sais, actuellement, mettons, on travaille un projet, c'est une compagnie qui fait des silos à grains, des élévateurs.
il y a à peu près 70 configurations conditionnelles que tu veux bâtir pour envoyer une recette à un ERP. Ce genre de produit-là, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça, des configurateurs comme ça. Puis nous, on est capable d'intégrer ça dans un portail client. Fait qu'on est capable de, pour un manufacturier, dire, je vais prendre ta soumission custom. Après, ton client, quand il est onboardé dans ton portail, je vais y faire de la formation en 3D. Je peux montrer ton configurateur, ton silo en 3D, comment faire des trucs. Puis je vais y vendre des pièces en plus. Mais là, c'est quand même un morceau chunky. Puis, écoute, je suis pas tech moi-même, là, fait que tu me répondras, mais avez-vous tout développé ces nouvelles fonctionnalités-là, plus de modélisation, de conception visuelle à l'interne? Avez-vous utilisé des libs existantes à l'externe ou un autre tool carrément privé à l'externe? Tu sais, ça vient de là? Oui, ben en fait, on a un partnership pour ça avec Visao, que tu as Oui, rencontré avec oui, Thomas oui, 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 oui. Thomas OK, fait que Pancalamontagne. ça a roulé, là, ça Ouais, fonctionne. on a une super belle collaboration. Dans le fond, nous, on est Nice! comme le contenant pour sa visionneuse 3D, que lui est le contenu. Fait que si le client a besoin de faire de la OK. formation 3D, ben nous, on gère des modules de formation avec des questionnaires, des certifications pour des manufacturiers. Parce que lui, il a le même market fit. Lui, c'est manufacturier équipementier. Ouais, hein? Puis, OK. ben, on s'en sert pour de la vente. Fait que si tu veux vendre whatever it is en 3D avec des modifications, ben, ça fonctionne C'est super bien. cool qu'il y ait un partenariat technologique qui fit au Québec. De Ouais, deux compagnies ensemble, là. ouais, Je trouve ça très cool. ouais. Puis smart, ce Ah dude-là. ouais, on C'est s'entend un super sharp, bien. pour vrai, là. Ouais, tout à fait. Fait que là, on a parlé un petit peu de vertical, puis ma question, c'est, ça a-tu été long avant que tu aies assez d'insights ou de data pour dire, ouais, on va se concentrer sur le manufacturier pour Devar, puis on checkera la verticale et le Planivar après? Euh, ben, en fait, c'est venu assez naturellement OK. en fait, dans Devar, ça a été long. Puis, tu sais, je te dirais que dans Devar, le manufacturier est devenu la cible parce qu'on a vu qu'on apportait beaucoup de valeur. Donc, on a dit, OK, là, on a créé ce type de produit-là. On aide vraiment les gens. Ils ont un ROI très rapide. On est bon là-dedans. Ça stimule l'équipe. Donc, tu sais, c'était comme on cochait les cases partout. Ce qu'on n'avait jamais eu dans des bars avant. Parce qu'on s'était cherché longtemps. Là. Puis, tu sais, je te dirais que ça, c'est la plus grosse erreur qu'on a fait dans des bars. C'est que, tu sais, on essayait d'être sur plusieurs marchés. On était très large dans notre public, ben, notre clientèle cible. Fait que c'était impossible en marketing de faire de quoi qui avait de l'allure. Puis c'était impossible d'engager des gens en vente parce que ce produit est beaucoup. Tu sais, moi, je suis capable de le vendre, je le conceptualise, c'est Ouais. tu sais, c'est mon produit, c'est ma business. Mais engager quelqu'un pour vendre ça, c'était. On a essayé plein de fois, ça a été des fails à outre mesure. OK. Mais à partir du moment où on a dit dans Devar, on fait du content manufacturier, des articles de blog, des whitebooks, on va dans des salons manufacturiers, on cherche des partenaires d'affaires qui sont dans le manufacturier, comme Visao que je parlais. Ben là, tout s'est comme éclairci parce qu'on parlait aux clients, ils comprenaient ce qu'on parlait. Parce qu'on avait des exemples, on a des études de cas, on avait un produit qu'on disait, nous, c'est ça qu'on va te faire exactement pour tes ventes, on comprend ta business. Fait que tout s'est comme éclairci. Puis c'est pour ça que maintenant, dans des VAR, on met vraiment, vraiment l'accent là-dessus. Puis on comprend que c'était ça le bon choix qu'on aurait dû faire au début, mais on le savait juste pas, tu sais. C'était quoi avant de. Vous vouliez probablement garder vos options ouvertes, puis tu sais, c'est correct aussi de shooter large pour lancer une coupe de nouilles sur le mur, voir ce qui stick, mais est-ce que c'est quelque chose qui est venu avec une dette de premiers utilisateurs? Je m'explique. Est-ce que vous avez ramassé, parce que Kimobi m'avait parlé un petit peu de ça, tu sais, que, mettons, avant de se spécialiser dans le concessionnaire puis l'auto, mettons, il y avait plein de sortes de clients. Puis là, c'est des clients qui demandent des features spécifiques ou genre spécifiques, non, des dentistes ou whatever. Avez-vous eu une genre de dette de type de client qui n'est pas vraiment le ideal customer profile que vous avez trouvé? Ouais, totalement. En fait, dans des VAR, tu sais, je te parlais au début qu'on voulait faire comme du SaaS, mais avec de la personnalisation, puis que j'étais comme, c'était peut-être pas une bonne idée. Mais la réalité, c'est ça. Tu sais, on s'est ramassé avec un core SaaS, mais que plusieurs clients avaient des modules custom, mais que c'était nous qui supportait quand même, qu'on avait attaché. Puis là, même des Ouais. fois, le même module, il y avait deux versions parce qu'il y avait une version un petit peu plus tweakée. Nanana. Écoute, ça devenait impossible en maintenance. Si ça brisait à une place, tout ça. Fait qu'il y a, il y a un moment dans des VAR
je me souviens plus c'est quand exactement, c'était en 2019 ou 2020, qu'on a dit là, c'est fini, il n'y a plus rien qui est pas core qu'on va faire dans des ventes. Si un client demande de quoi qu'on n'a pas, ben il faut qu'on puisse s'assurer que on va le bâtir d'une façon que tout le monde pourrait potentiellement l'utiliser. Ouais. Donc, on va le standardiser un petit peu Ouais. plus. C'est la demande. Ouais, 1000%, On va challenger le besoin du client pour dire, ben, voici nous comment voici le moule dans lequel on rentrerait. On n'essaie pas de mettre un carré dans un rond, ou un rond dans un carré, peu importe. Ouais. Un carré dans un rond. C'est drôle Mais parce qu'en arrière de toi, il y a des carrés Il y a et des des ronds. Mais on n'essaie pas ça. Puis c'est drôle parce que c'est l'expression préférée de mon partner ces temps-ci. Il arrêtait pas de me dire ça. Fait que c'est pour ça que elle me roule dans la tête. Mais on challenge le besoin pour dire au client, ben, tu sais, voici une façon de le faire que... Ben, c'est que vous avez, je pense, cultivé puis développé un esprit de produit puis de scale, de genre de vision produit, disons. Là. C'est cool, ça, Ouais, man. exact. OK. Puis ce que je te dis qu'on a trouvé dans Devar par rapport au manufacturier, puis là, on a senti, OK, on répond vraiment à un besoin, il y a un fit de market, les gens comprennent notre valeur et tout, ben dans Planivore, on a comme eu ça day one ou day two, admettons. Là. Fait que l'excitation de tout ça, je l'ai vu dans Planivore, puis c'est pour ça que je voulais chercher le même feeling dans Devar, puis... Mais, OK, laisse-moi, pas avocat du diable, mais genre, creuser un petit peu là-dessus. Pour Planivore, t'as un collège qui est comme, yo, on a besoin de cet outil-là, tu le développes, ça va smooth, il l'apprécie, il t'avait même dit, d'après moi, d'autres collèges vont le vouloir. Boum, boum, 2 autres collèges qui sont comme, hey, on le veut exactement. À ce moment-là, vous vous disiez peut-être, ah ben ça va être académique, éducationnel, la verticale. Mhm. Mais au final, elle est un petit peu plus large, right? C'est comment que ça s'est élargi? Parle-moi de ce bout-là de l'histoire. Ouais. Dans le fond, quand on a décidé de faire la version SaaS, puis on a continué à aller, disons, chase les cégeps. Moi, je suis même allé dans des genres de salons où il y avait des informaticiens de cégep, puis je présentais ça, puis là, j'étais comme, ah ouais, ça m'intéresse. Puis bon, je me suis comme bâti un pipeline de cégep. Mais à un moment donné, des cégeps, il y en a 50 au Québec. Tu sais, tu peux pas bâtir une Ton business. TAM, le plafond est pas... Il est pas très haut, là. Fait que là, après ça, j'étais comme, OK, ben c'est quoi le next step? C'est-tu les universités? C'est-tu autre chose? Et puis là, ben, je me suis mis à comprendre pourquoi on était si intéressant pour des cégeps. Bon, ils ont une planification stratégique qui est assez demandante, intensive en termes de features et de comment ils doivent structurer et organiser les équipes. Puis il doit y avoir beaucoup d'imputabilité, right? Ils doivent pouvoir... Ils répondent à d'autres gens ou d'autres organismes. Ils répondent à d'autres gens. Je connais pas... Ben, c'est aussi beaucoup la reddition de comptes. Il y a beaucoup de rapports à faire au conseil d'administration. Il y a des rapports à faire au gouvernement. Donc, il y a de la granularité dans l'information. Il y a des indicateurs très personnalisés qui ont besoin de suivre. Puis le but, c'est pas de remplacer un Power BI. Puis le but, c'est pas de remplacer non plus un outil de gestion de projet. Fait que nous, ce qu'on est dans Planivore, on est un outil de gestion, là, de suivi de plan stratégique, mais on est beaucoup un outil de communication. On permet aux départements entre eux de savoir où chacun d'eux en sont pour s'assurer que tout le monde arrive au même objectif ou la même orientation stratégique, si on veut. Fait que c'est très pointu. Comment est-ce que le monde essayait de régler ce problème-là avant Planivore, mettons? Ben, le monde utilise Excel. 80% des gens à qui on parle sont dans Excel. Les gens sont dans Excel ou ils sont dans un outil de gestion de plan stratégique qu'ils ont fait custom. On a rencontré plein de clients qui avaient bâti leur propre truc à l'interne depuis plusieurs années. Puis c'est pas viable parce qu'en dev puis en maintenance, ça leur coûte un prix de fou. Puis sinon, il y a beaucoup de gens qui utilisent il y a quelques outils de planif stratégique, mais il y en a beaucoup qui sont dans des modèles précis. Mettons, il y a un angle qui s'appelle les OKR, Objective Key Result. Donc, les gens qui ont ces outils-là, souvent, c'est un moule qui est très rigide sur le OKR ou dans d'autres comme EOS, qui est une autre façon de faire de la planif ou de la stratégie. Fait que ces outils-là sont plus rigides. Puis sinon, dans la flexibilité, ben, il y a beaucoup de gens qui utilisent des outils de gestion de projet. Des Monday, Asana, Jira, de ce monde. Mais l'enjeu avec ces outils-là, c'est que quand tu veux implanter ça dans une grande équipe qui sont pas des gens de gestion de projet, ben la courbe d'apprentissage est longue, le setup est quand même fastidieux, puis c'est pas fait juste pour ça. Parce que tu as une granularité qui est pas nécessaire. Fait que c'est ça qu'on fait actuellement dans Planivore, c'est slick, c'est simple, ça fait ce que c'est supposé faire, ça répond aux bonnes personnes avec toute la reddition de compte. Puis, si tu veux connecter Asana ou ClickUp ou Jira pour aller faire des projets super détaillés,
ben, on peut connecter l'API, puis Ouais, c'est ça. on va suivre tes progressions de Ouais. projet, tu sais. Tu t'incrustes dans un cycle de douleur, de la job to be done, là, comme on parle souvent de ce framework-là. La job to be done, cette planification stratégique-là, elle est assez cruciale ou painful pour avoir un outil dédié. Mais toutes les autres jobs to be done qui sont pas nécessairement core à ça, qui est, mettons, décliner ce plan-là en un projet qui a des suivis, que les gens sont assignés, whatever, ça peut être un autre outil qui le fait. Fait que toi, t'es comme, t'as trouvé cette spot-là dans le user cycle ou genre dans le monde de tes utilisateurs, mais comment. Parce que moi, c'est pas un préjugé peut-être ou une préconception, c'est le public. Tu sais, genre, parce que là, t'as parlé de collège, puis après ça, bon, je vais te laisser finir là-dessus, mais il me semble que ça va pas vite comme cycle de vente, genre. Puis c'est Ouais. comme ça me fait peur, genre, si j'étais pour me starter, puis que j'étais comme, ça, c'est ça mon market, genre. Fait que, ouais. Ouais. Ben, le market, effectivement, c'est plus public ou institutionnel. En ce moment, on a des villes, des centres de services scolaires, Ok. des commissions scolaires. Fait que l'éducation est demeurée. Puis, tu sais, même Ouais. par SEO, notre étude de cas principale sur le site était le collège OnSig. Tu sais, on a commencé avec Le celle-là. premier, C'était notre ouais. page avec beaucoup, beaucoup de content qui était vraiment bien fait au niveau SEO. Fait qu'on a eu des leads des lycées français. J'ai eu l'université, l'Académie du Qatar, l'université de Fidji. Là, j'ai fait des démos un peu partout dans le monde. Du monde qui cherchait de quoi pour l'éducation en planif, c'est stratégique. Parce que notre business case était tellement bien monté pour l'éducation. Ok. Euh, mais là, effectivement, on est en train d'aller cibler d'autres créneaux institutionnels parce que le besoin est le même dans les villes, dans des MRC, au gouvernement, même ça pourrait être la SAQ là, ou la SQDC, n'importe quoi. Ok. Les sociétés d'État ont tous le besoin de faire la reddition de compte au gouvernement, puis de structurer la donnée, d'avoir ce niveau de qualité dans l'information. Puis c'est là où on met le focus en ce moment en 2024. On a quelques clients aussi qui sont des OBNL ou des fondations qui ont besoin de faire beaucoup de reddition de compte à leur CA, qui n'ont pas des gros budgets. Puis ça aussi, ça va être une clientèle qu'on va adresser cette année parce qu'on va avoir du self-serve cette année. Donc, en ce moment, dans l'institutionnel, on vend beaucoup de l'implantation. Puis je vais revenir à ton cycle de vente, là, ta question. Mais dans l'institutionnel, on vend une licence, mais on leur vend aussi une implantation où on prend leur plan stratégique, leur plan d'action. Des fois, on migre des données d'un vieux système ou d'un fichier Excel. Exact. On forme leur équipe, tu sais, donc on les prend vraiment par la main. Mais, tu sais, une petite fondation qui a 10 employés Plus a quand même self-serve. besoin d'un plan stratégique, mais elle ne pourra pas payer, tu sais, une implantation pro. Fait elle, on va lui donner accès à la version self-serve avec des modèles déjà qui existent dedans, qui va lui permettre de partir quelque chose, puis de travailler là-dedans dans l'outil pour un coût vraiment plus raisonnable. Tu sais, parce que l'institutionnel, on a du 300 à 500, 600, 700 par mois, là, dépendamment du nombre de users. Parce que des En fois, termes il y en de a qui ont plan jusqu'à récurrent, 100 là. users Ok. exact de récurrents mensuels. Mais Mm. dans le volet au BNL, tu sais, la licence qu'on va donner, ça va être du peut-être 30-40 $ par mois. Là. Ouais, Tu sais, on va ouais. faire de quoi vraiment accessible pour que n'importe quelle petite fondation puisse se permettre C'est ça. cool, ça. Puis en même temps, ben, nous, ça nous permet de répondre à un côté qui est plus d'avoir de l'impact, là, tu sais, impact social, environnemental. Je t'en ai parlé un peu tantôt, là, mais on a eu notre certification B B Corp en C'est fin cool, d'année félicitations. 2023. Ouais, on est bien content. Ça a été pas mal de travail. Bravo à Rachel dans notre équipe qui a travaillé très fort Let's go, d'arrache-pied Rach. là-dessus. Ouais. Puis, fait qu'on est bien content. Puis, ben c'est ça, ça nous permet aussi de donner accès à cet outil-là à des plus petites organisations et des fondations. Euh, je vais revenir à cet aspect-là là, d'impact, là, Ouais, si tu veux, mais pour le volet de cycle de vente ouais. dans l'institutionnel, la magie, dans le fond, s'opère de notre côté parce qu'on est sous le seuil d'appel d'offres public. Donc, ils n'ont pas besoin de rentrer dans les appels d'offres, ça peut être du gré à gré. Tu sais, si on a vendu un produit à 50 000, Qu'est-ce que ça veut dire gré à gré? ben, gré à gré, c'est qu'ils peuvent faire un appel d'offres qui n'est pas public, mais qui vont faire soumissionner, exemple, 2 soumissionnaires, puis ils vont l'envoyer directement, puis c'est dans des seuils monétaires spécifiques. Là. Ça juste bouge plus Ça vite. bouge plus vite qu'un appel Mm. d'offres public. Ça n'a pas les mêmes règles et tout. Mais je te dirais que même nous, souvent, tu sais, on fait une implantation à 10 000, puis justement des licences, fait qu'on est en bas de 25 000. Les gens, en fait, on est un outil pour le CA,
puis c'est le CA qui décide s'il l'achète. Fait Exact. Si c'était l'outil pour le concierge qu'il faut qu'il remonte, je sais pas c'est un comment. petit peu plus facile comme pitch. Il voit la No valeur. diss à tous mes concierges, nous aussi. Ouais. Là, c'est sûr que Ils ont besoin un d'outils aussi pour concierge qui me travailler. suive tantôt. Non, exact. OK, fait que ça, c'est cool. Fait que t'as comme je veux pas dire un loophole, mais t'as une manière d'insérer ton produit dans ces institutions-là Ouais, que t'évites le red tape, là, basically. ouais, Tu sais, exactement. ça va plus vite. Là. Ça va plus vite. Mais tu sais, il y en a pour qui, même si c'est ça, il y a une question de timing. Il y en a qui disent, ben moi, je veux le faire par Ouais. l'année stratégique, mais t'as renouvelé dans 3 ans. Fait que tu sais, il y a des timings dans plein de choses, mais somme toute, c'est intéressant. Puis aussi, dans ce volet-là, dans le fond, de démarchage, tu sais, actuellement, on le fait beaucoup nous-mêmes, mais Ouais, tu sais, ben on a un c'est un peu planning. là que je m'en allais, Ouais. de me dire, OK, c'est cool parce que là, t'as le marché qui t'éduque, t'as un client de ton agence de service qui a un besoin, qui devient un potentiel produit. Puis là, t'es comme, OK, ouais, j'ai une verticale que je peux avoir sûr que je peux taper dedans. T'as du bouche à oreille, t'as un peu de SEO, mais comment tu fais ton acquisition pour Planivore Ouais. puis Devore? Ouais. Fait que ce serait ça ma première question. Donc. OK. Ben, je vais commencer par Planivore, parce qu'on était dedans. On est Fait que je dedans. vais essayer de garder ça plus. Pour les gens qui suivent, c'est comme Devore, Planivore, ils sont plus Ça va au max. Ça va au max, ouais. Fait que dans Planivore, actuellement, c'est beaucoup moi qui faisais, soit en allant dans des salons spécialisés institutionnels ou Rep, en carrément, appelant directement biz le dev, cold OK. call. Parce que tu sais, c'est quelque chose que j'aime encore faire. J'aime ça rencontrer le monde. J'aime Ouais. ça aussi valider les besoins, fine-tuner des trucs. Fait que c'est comme ça beaucoup qu'on a fait les dernières acquisitions de clients. Mais là, cette année, avec la nouvelle version, ben, premièrement, ce qu'on fait, c'est que l'on investit plus justement à refaire nos outils de marketing. Donc, là, on va retravailler le site web. On est en train de le faire en ce moment. On est aussi en train de préparer des petites campagnes, tu sais, Google Ads qui vont être plus ciblées là-dessus. OK. Mais je dirais que les autres éléments qu'on travaille qui apportent pas mal de traction, c'est l'automatisation marketing qu'on fait. OK. Fait que d'avoir des petites campagnes courriel en mode plus prospection qui partent, mais pour des listes très, très ciblées. Là. Donc, une campagne qui est, mettons, pour des villes ou justement des centres de services scolaires, on va être vraiment très ciblés. Puis notre objectif après cette année, c'est d'avoir quelqu'un aux ventes, dans le fond, qui va pouvoir m'aider. C'est là que je m'en allais. Parce que là, toi, tu peux pas te multiplier, faire, puis exact. Fait qu'il y a une partie qui est outbound, qui est très vente au niveau de l'acquisition, mais il semble avoir un bon chunk de inbound et même de paid, puis tout ça. Puis même des emails. Fait que tu sais, vous avez une belle strate de marketing, mais vous aimeriez aussi investir dans de la vente, carrément. Là. Ouais, ben en fait, c'est parce que tout le outbound courriel ou même le inbound, habituellement, va mener vers une démo. OK, ouais, fait et que tu là, vas avoir du manpower là aussi. j'ai besoin d'une capacité. Ouais, Donc, je pense que la personne, en fait, on est en train de travailler sur le profil parce que c'est prévu pour mars, mais ça va être quelqu'un qui n'est pas nécessairement un ultimate hunter, mais quelqu'un qui va être capable de bien montrer la valeur du produit, de bien l'expliquer, de faire des bonnes démos. Customer Success, Account Executive / vendeur. Exactement. Puis Saspace.com/emploi avec un S. Yes. Excellent. Je vais aller voir ça. Puis ben oui, je sais que je suis allé voir, mais effectivement, je pourrais faire mon recrutement là. Fait que oui, ça va être... C'est hot, ça. Ouais. Fait que, puis c'est un poste qui est le fun. Je pense que ça va être quelqu'un que je vais pouvoir aussi bien coacher dans la méthode de comment amener la valeur puis tout ça. Parce que, tu sais, on veut pas no respect aux vendeurs de chars, là, mais tu sais, c'est un classique préjugé, mais tu sais, on veut pas un shark là, qui va essayer de vendre de quoi qui est... J'en connais un, là, c'est un de mes meilleurs chums. Qui fait vivre le préjugé. Ouais. OK, cool. Fait que ça va être une embauche clé qui s'en vient pour vous. Ouais. Puis ça va être cool aussi parce que justement, tu t'assures que tous les leads générés via que ce soit ton paid, ton email ou ton SEO, tous les leads qui sont générés, ben, ils vont avoir l'attention puis le love qu'ils ont besoin d'avoir pour convertir ensuite. Exact. Tu vas avoir plus de bandes passantes là-dessus. C'est cool, man. Ouais, exact. Fait que ça, c'est Planivore. Ça, c'est dans Planivore. Puis tu sais, c'est sûr que moi, je vais continuer à challenger puis aller peut-être plus en mode hunting pour de l'institutionnel.
Mais effectivement, ça va être ça un peu le défi. Puis je pense que pour la première fois, on va avoir un produit aussi qui est plus facile à vendre puis à expliquer, là, parce que je reviens à Dévar, former un gars en vente sur, ou un gars, une fille, là, nos Ouais, préjugés, ouais, ou ouais. il, elle ou il, N'importe qui. hein, n'importe qui. Euh, c'est pas mal plus tough quand tu dis, ben, il faut que tu apprennes l'industrie manufacturière, vendre un CPQ, un configurateur de produits. Il faudrait que tu connaisses les ERP les plus utilisés dans l'industrie manufacturière, puis tu sais comment parler de tout ça avec le client. Ben, man, pour faire une bonne embauche, il faut quasiment qu'il y ait le bagage manufacturier somewhere, somehow, ou genre un niveau de complexité en vente de software. Vraiment élevé. Ah ouais, c'est Puis ça vient chunky, avec là. le salaire aussi. Exact. T'es plus du tout dans les mêmes braquettes Ouais, c'est vrai. de prix. Fait que tout ça pour dire que dans Devar, la stratégie est différente. Actuellement, dans Devar, on fait aussi de l'automatisation marketing qui fonctionne bien par courriel. On fait des salons manufacturiers en tant qu'exposant, mais aussi en tant que juste aller les marchés, parler avec Ok. les manufacturiers, voir comment ils vendent sur le terrain. Justement, ils en ont un configurateur dans leur boot Mhm. pour prendre des commandes des gens. Euh, Fait qu'on fait ça. Puis, la meilleure stratégie qui fonctionne pour nous, c'est des alliances, des partnerships. Donc, il y a une grande partie de nos leads qui viennent de partenaires. Je parlais tantôt de Visao, ben, on fait des pitchs communs. J'ai des gens qui viennent me voir pour un configurateur, puis je les ramène vers le 3D de Thomas, vers Visao, et vice-versa. Tu sais, lui, Ok. il y a quelqu'un qui vient pour avoir des visionneuses 3D, puis dit, ben, ça veut dire que tu peux former dans un portail employé ou un portail client Exact. avec des visionneuses, tu sais. Fait que ça, c'est un partenaire clé. Puis sinon, on a des partenaires clés aussi qui sont justement des intégrateurs de Ouais. ERP. Donc, une fois qu'on a connecté un ERP, ben, comme on a connecté Genius, qui est aussi une technologie québécoise. Genius ERP sont beaucoup dans le manufacturing. Intéressant. Ben, une fois qu'on est connecté à eux, ben, il n'y en a pas 1 million là, qui parlent à leur système, qui sont bien intégrés, bien connectés. Fait que ça amène de la business aussi Hmm. directement ou indirectement. Est-ce que tu as designé des programmes d'incentives pour justement ces partners-là t'envoyer de la business? Oui, on a des programmes de référence qui sont déjà existants, mais je dirais que j'en ai essayé beaucoup des choses là, avec les programmes de partenaires. Puis les incentives, l'argent est important, mais jamais essentiel et en fait ne devrait pas driver le partnership. Ouais. Je pense que ce qui est important avant d'avoir quelqu'un qui veut avoir de l'argent, c'est d'avoir quelqu'un que, avec lui, les deux ensemble, vous apportez de Le la valeur. client, ouais. Ça a l'air cliché, là, mais le fameux 1 + 1 = 3, là, Ouais. c'est ça. Si toi et le partner ensemble, vous êtes capable d'amener plus de valeur parce que c'est sharp ce que vous faites ensemble, Nice. le partnership, il vaut pas la peine, selon moi, d'être développé. On dirait que c'est genre un canal, parce que j'ai tellement été dans le content marketing, dans le SEO, puis dans la community, puis genre, je l'oublie tout le temps, ce canal-là, on dirait. Genre, growth via partnerships, là, c'est un thing, tu sais. Ouais. Michel Caron, justement, qui était sur le pod Coveo, là, au début, là, il y a eu de la growth de partnership comme ça, en fou, là, tu sais. Fait que, Ouais. ouais, c'est vraiment un canal intéressant. Puis au final, je me rends compte qu'avec Snip, dude, tu sais, on en avait un, là, partnership program, là, puis on générait des milliers puis des milliers de dollars avec ça, puis on payait des... Nous, vois-tu, on avait un incentive, là, je pense qu'on te redonnait 33% du cash qu'on générait à partir du moment où tu avais comme plus que 3 clients qui venaient de toi ou 3 sites qui revenaient sur Snip. Fait que ça coûtait cher des fois, là. Ouais. Mais, tu sais, ça marchait tempête, là. Ça crée des ambassadeurs forts, puis... Mais je pense que c'est un bon point. Puis la raison pour laquelle, à un certain niveau de growth, ça devient plus dur d'avoir ce canal-là comme un canal principal, c'est qu'il est plus difficile à prédire. Parce que si tu as un Ok. partenaire qui ralentit en termes de business, tu n'as pas de contrôle sur les Ouais. autres business. T'as comme une Si, ouais, dépendance, parce que si tu fais du growth par du SEO, du SEM, puis bon, tu as d'autres facteurs externes que tu peux pas contrôler, il y en a toujours. Fucking Euh, algo, genre. Genre les algos ou les compétiteurs qui font du Google Ads en Ouais, même temps que toi, ouais. et les budgets des compétiteurs. Fait que, tu sais, il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle, mais tu as quand même plus de contrôle sur ce type de marketing-là que sur un partner que tu ne gères pas sa business, puis tu ne gères pas la motivation de ses troupes à lui Ouais. à Ouais. parler de ton produit. Fait que la confiance, l'espèce de dating de partner est importante, là, Ouais. d'avoir un certain niveau de confiance de qui je les connais, je leur fais confiance, je sais où ils s'en vont. Leur market, ça fait leur go-to-market fait du sens aussi. C'est intéressant. Puis, OK, fait que là, tu nous as dressé le portrait de l'acquisition dans Planivore puis Devar. C'est super intéressant. Mais mettons que je fais
un pas, je sais pas si c'est en arrière ou en avant, moi, Chris. Pricing. Avez-vous, c'est-tu quelque chose qui est ces premières démarches, ces démarchages-là dans les salons pour Devar ou ces premiers clients-là dans Planivore de collège, c'est-tu du monde qui vous ont éduqué là-dessus? Avez-vous fait de la recherche beaucoup? Avez-vous itéré beaucoup là-dessus? Tu sais, parle-moi un peu du pricing. Ouais, dans Devar, en fait, ça a été vraiment un long chemin de croix, là. Ouais. Parce qu'au début, ben, j'en parlais tantôt, tu sais, on se positionnait plus en mode web e-commerce. Fait que là, tes compétiteurs, c'est des Shopify. Fait que tu essaies de vendre à des plans à 39 par mois, puis à 400 par année. Puis tu sais, c'est pas viable là, quand t'as pas, en tout cas, t'as pas cette taille-là. Nécessairement, du moins, c'est tough pour le nombre de features que tu as développé. Euh, Puis, fait qu'on a été beaucoup avec le marché. Comme ça, on regardait, on étudiait, mais la réalité, c'est que. Ben, c'est ça, mais la réalité, c'est qu'on n'avait pas les bons compétiteurs parce qu'on ciblait pas le bon marché et tout. Alors que, mais, tu sais, après ça, qu'on s'est spécialisé en manufacturing, puis que l'on faisait des intégrations ERP ou un configurateur de produits, ben là, on regardait un peu le marché, on checkait un peu les prix, puis là, les premières fois, on a bidé, mais c'est arrivé là, des fois que je me suis fait dire, mais là, t'es comme le tiers du prix, là, ça n'a pas d'allure. Là. Pourquoi t'es le tiers? Ouais. J'ai comme, OK, faut que je m'ajuste. OK, fait qu'il y a eu de l'incrémental là-dedans beaucoup. Ouais, puis... il y en a eu que c'est à travers des pitchs, puis aussi à travers des partenaires. Tu sais, justement, j'étais comme, lui, combien le il ERP, charge? Hein? ben, pas juste ça, mais tu sais, mettons, ERP, il dit, il y a une autre solution qui fait ça, là, des configurateurs. Ben, OK, combien ça coûte? Fait que tu avais en fait, de l'information à travers des gens dans l'industrie. Fait qu'on a pu s'ajuster là-dedans. Puis ça, c'est beaucoup au niveau des licences. Parce qu'au niveau du dev, de l'implantation, ça, on avait une expérience, on le sait. Là. On sait combien ça prend en gestion de projet, combien ça prend de temps à développer telle feature. Ça, on est rendu assez solide pour évaluer ça. Nos projets sont rentables, puis on s'arrange pour avoir tout le temps de la contingence parce qu'il y a tout le temps des clients qui ont des nouvelles demandes. Puis même, on est rendu à un point où, quand on évalue des projets, selon dans le CRM, je sais si justement, OK, ce business-là, il y a un conseil d'administration qui cale des shots. Il y a ci, il y a ça, il y a tel niveau de gestion. Fait qu'on va donner plus 5% de gestion de projet dans le coût. Parce que juste gérer les back and forth avec le CA va nous augmenter le temps de gestion de projet. Fait qu'on on a essayé de raffiner ça avec le temps. Mais encore là, ça, c'est dans le modèle service, là, parce que on veut plus ça idéalement dans le futur, mais on l'a quand même bien fine-tuné. Ça. Puis Planivore. Pour le pricing, ben Planivore, en fait, on est allé. Ça a été, en fait, le premier client avec Hansix, ça a été un prix, je pense qu'on a commencé à 149 par mois. Puis après ça, ben, je l'ai testé avec un autre, ça va être 300 par mois. Puis fait comme, OK, c'est bon. Fait que, c'est encore là, c'est un peu de l'essai-erreur. C'est le prix que tu es prêt à payer par rapport au pain que tu as. Puis, il y a un moment donné où on est arrivé, puis on en a perdu un parce qu'il y a quelqu'un qui dit, l'autre solution est moins sharp que vous, mais est quand même genre 30% moins cher. Fait que là, je suis comme, là, je peux plus tirer. Ben, la leçon que le monde qui tente de pricer leur SaaS doivent entendre ici, c'est genre, faut que tu testes, faut que tu bouges, faut que tu itères. Puis il y a des SaaS super à grand succès que je connais, que c'est genre, fait 8 ans que ça roule, puis ils ont changé le pricing une fois. Puis quand tu compares la compétition ou tout ça, c'est genre, hey man, il y a de la marge, il y a du revenu à aller chercher. Là. C'est élastique. Puis c'est d'aller tester cet élastique-là comme t'as fait. Nice, man. Nice. Puis, mettons, au niveau... parce que là, t'en as déjà partagé certaines erreurs, là, puis j'ai trouvé ça intéressant. Je me demande s'il y en a des spécifiques, des erreurs que t'as faites dans ton parcours produit. Fait que ce soit avec Devar ou Planivore, ou même ton parcours service qui lance du produit. Y a-t-il des erreurs que t'as le goût de partager, mettons? Ben, en fait, effectivement, il y en a quelques-unes que j'ai parlé un peu tantôt. Je pense qu'on en a moins fait dans Planivore que dans Devar. Je pense que la pire erreur qu'on a fait dans Devar, c'est d'aller lever du capital avec Mediavore, de dire, OK, on a du budget pour développer plein de features et tout, et de se faire trop confiance et de pas assez avoir une rigueur financière de dire
Là, on va investir un petit montant, on va retester, on va remesurer, on va s'assurer que, tu sais, on a dit, OK, on a une bonne enveloppe, on a de la volonté, on a une équipe qui est powerful, let's go, on va all-in. Puis après ça, à un moment donné, ben, tu sais, t'as brûlé ce que t'as, puis tu fais comme, ouais, on aurait peut-être dû focuser sur telle autre feature, on aurait dû focuser sur tel market. Fait que ça a été une erreur. On avait accès à tu sais, c'était pas un capital énorme, puis en plus, nous, c'était sans dilution, dans le fond. On n'a Ouais, pas donné d'équité, c'était de la dette, c'était de la basically. dette pure. Fait que, puis tu sais, l'affaire avec cette dette-là, c'est que souvent, tu as un moratoire de 2 ans, mais après, il faut la payer, tu sais. Fait que nous, c'est là qu'on la paye, notre dette de 2000. Tu sais, on le finit, là, de payer des prêts là, de 2017, mais tu sais. Fait que c'est ça a fait mal plus tard parce on était un peu trop gambler au début quand on a eu les sous. Mais c'était pas du gambling, on était certain qu'on faisait la bonne chose, mais on aurait dû être plus prudent. On aurait dû être plus cheap, garder du cash, puis faire des tests, puis tout Intéressant. ça. Fait que si j'avais à refaire quelque chose, c'est ça que je ferais. OK. Ouais. Parce qu'à un moment donné aussi, on était comme, on n'avait pas tant de projets, parce qu'on avait un petit creux, mais on avait du staff. Mais peut-être qu'à ce moment-là, on aurait dû peut-être juste shrinker un peu de staff, se garder un peu plus de sous, en attendant d'avoir des projets, tu sais, faire des choix un peu plus business-wise au niveau financier on n'a pas fait. Puis ça nous aurait sûrement aidé plus tard. Parce Ouais. que, Non, c'est bon, je pense que c'est une belle leçon à partager. Super legit. Puis aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais qui est le plus tough? Qu'est-ce que tu dirais qui est le plus fun dans tes produits? ouais. Ben, je dirais que ce qui est le plus tough, c'est d'avoir, ben, maintenant qu'on a beaucoup la vision produit, là, ce qui est le plus tough actuellement, c'est de vivre encore avec l'incertitude des projets en mode service. Mm. Euh, Quand on fait une implantation chez un client pour une implantation qui est très personnalisée dans des VAR, ben, même si l'échéancier est de 20 semaines, avec tel budget, avec tel milestone, qu'un kick-off, et tout est bien fait dans un beau graphique de Gantt, il y a 0% des projets, mettons qu'on dit 0,5% des projets qui suivent l'échéancier puis qui vont exactement être livrés dans les temps qui sont supposés être livrés. Et la raison, puis là, on n'est pas supposé dire ça, c'est que c'est souvent de la faute des clients. Mais faut pas le dire, mais c'est souvent ça. Parce qu'on livre un projet, on attend telle chose, puis on le dit, il y a tel milestone à telle date, on a besoin que vous nous donniez telle info, mais on l'a pas. Ouais. Fait que là, ben, ça fuck toute la production parce que tu étais supposé travailler là-dessus cette semaine-là. Là, tu bouges les affaires, les gestionnaires de projet Ouais. qui font un super job. Et ils jonglent un peu avec tout ça. Fait que ça, je trouve ça tough d'avoir à gérer ça encore. En même temps, tu sais, on est rendu bon, je pense, à faire ça. Fait que tant mieux. Mais je trouve ça tough. Puis je le vois que dans Planivore, il n'y a plus ça, tu sais. Parce Ouais, le que contraste. on a le contraste, on migre en fait, le seul enjeu, c'est si vraiment il y a beaucoup de données à migrer, puis que c'est tout croche, là, c'est Ouais. organisé tout croche, là, on ne sait pas combien de temps ça va prendre de nettoyer puis migrer ces données-là, mais tu sais, c'est les seuls cas. Sinon, quelqu'un qui part un plan stratégique fresh, je peux dire, regarde, on t'implante ça en 2 semaines, puis let's go, on roule. Là. Fait que, OK. fait que ça, c'est... Ouais. Puis le plus fun? Ben, le plus fun, c'est le sentiment justement de bâtir un produit, qui apporte de la valeur, là, qui vraiment va aider les gens soit à sauver des sous, ou être plus performants ou avoir plus d'impact. Ça, je trouve ça vraiment cool. Puis je pense que je ne ferais pas tout ça, là, toutes ces heures de travail là, si j'avais pas ce feeling-là. Puis c'est de ne pas toujours recommencer non plus, là, qu'on avait dans le volet service. Puis sinon, ben moi, ce que j'ai encore beaucoup de plaisir, c'est de rencontrer du monde. Comme on fait aujourd'hui, Ouais. de m'asseoir, jaser, puis rencontrer des clients. C'est ce que j'aime beaucoup encore aussi de Dévar, là, de rentrer chez des manufacturiers, de voir tu sais, le fameux How It's Made, là. Tu sais, Ouais. comme moi, j'écoutais tout le temps cette émission-là quand j'étais jeune, là, OK. les chaînes de production, comment tu fabriques une guitare, comment tu fabriques telle affaire. Je trippe là-dessus. Fait que Ah, ça me remplit de joie personnellement. c'est hot. Ouais. Ouais, parce que t'es loin de la dynamique que t'as un SaaS, puis tu vois jamais la face. Tu vois juste les 4 derniers numéros de la carte de crédit de la personne, elle utilise son software token. Tu sais, c'est plus high touch que ça, tu sais, l'offre, surtout dans des ventes. Ouais, OK, exact. cool. Puis, une petite question philosophique, maintenant qu'on s'en va vers la fin, là, y a-tu quelque chose sur quoi t'as changé d'idée dans les 5 dernières années? Ben, en fin de compte,
je sais pas si c'est dans les 5 dernières années, mais une chose que j'ai changé d'idée, Dans ta c'était carrière? dans ma carrière. Ben, depuis le début de Mediabar, c'était le type d'entreprise que je voulais avoir. Parce que quand on a parti la business au début, mon but, c'était comme une agence web. Fait que il y avait un aspect très créatif là-dedans qui me parlait beaucoup. Je t'en ai glissé un mot, mais mon père était graphiste, dans le fond, à son compte toute sa vie, vraiment un artiste. Là. Tu sais, quand j'étais jeune, c'était tables à dessin, il dessinait à deux mains. Puis après, c'est tombé dans les Macs, puis bon, tout le reste. Là, mais Très vraiment cool. très, très artistique. Fait que j'ai toujours été attiré par ça. J'aimais ça jouer avec Photoshop quand j'étais kid ou Illustrator et tout. Fait que euh, quand on a décidé de dire, ben, on sera pas une agence web ou on sera pas une agence créative quelconque, puis on va être une business qui développe la tech. Puis c'est un bouton, ça marche, c'est on and off. Puis oui, tu as un user interface, tu as, un UX à faire, il faut que ça soit sharp et beau, mais tu sais, c'est pas ça le core de la business. Oui. Ça a été un deuil Ouais. pour moi. C'est un gros changement dans ma mindset de ce que je voulais faire. Mais en même temps, c'est le meilleur choix que j'ai fait, certainement, parce OK. que je trouve que c'est tellement plus cartésien, plus logique. Ça vient quand même chercher d'autres choses qui me rejoignent, fait que je suis très heureux après coup. Nice, intéressante transition. Puis, pour finir, il m'en reste 2, des pratico-pratiques. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre ça se passe plus style pour toi et ou ta team? Ben, en fin de compte, je pense que là où on en est actuellement dans Planivore, les next steps pour nous vont être beaucoup dans la commercialisation. Hmm. On n'a jamais fait de commercialisation vraiment hors Québec. On a quelques clients hors Canada, au Canada en ce moment, des ventes qui sont arrivés un peu par hasard. Mais là, de dire vraiment, on ouvre les valves pour aller chercher du market à plus grande échelle, euh, ça va être un défi pour nous. Fait que je vais rester à l'affût s'il y a des contenus ou des OK, éléments qui vont pouvoir m'aider à faire mûrir ouais, cette réflexion-là. super. Pour finir, shameless plugs. Y a-tu des offres d'emploi, des nouvelles, des désirs, n'importe quoi que tu veux mentionner? Ben en fait, on va avoir un poste justement à ouvrir pour une personne aux ventes qui va être quelque part au mois de mars. OK, ça s'en vient. Fait que ça s'en vient bientôt. En fait, mais que ça sorte, on va être pas mal en temps. Là. Ouais, Ouais. exact. Là, on vient juste d'embaucher une personne en gestion de projet. On a 3 nouveaux stages aussi en programmation qui ont commencé en début d'année. Fait que je te dirais que là, c'est pas, là, ça marche, mais les ventes, ça va être toujours un bon défi. Habituellement, les vendeurs se vendent bien en entrevue. Fait que c'est toujours un process Tricky. qui est tricky. Ouais, voilà. Cette Ça. embauche-là. Ouais. Sweet, man. Hey, merci pour ton temps. C'était vraiment le fun. Ça me fait vraiment plaisir. Qui connaît pas périr, c'est que mon hiver me sonne, connaît